Tout est politique, bonjour. Au sommaire cette semaine, les opérations meurtrières de l'aviation syrienne dans le nord du pays. À moins d'un mois d'une conférence de paix prévue en janvier, on va le voir, Damas intensifie les bombardements dans la région d'Alep. Bonjour Christian Mallard. Bonjour. Bachar el-Assad veut-il faire table rase sur le terrain avant d'entamer des pourparlers à Genève? Oui, et surtout avec l'aide de l'Iran et de la Russie, il veut surtout rester en position de force pour se maintenir au pouvoir. En Russie, Vladimir Poutine accorde la grâce présidentielle à son ennemi juré. Moscou a même libéré d'autres prisonniers politiques. Une clémence pour le moins inhabituelle à Moscou. Bonjour Yves Réa. Bonjour Marie. Faut-il voir dans ces décisions un changement de cap au Kremlin? Nécessairement, ils essayent de présenter un visage plus humain à quelques mois des Jeux Olympiques d'hiver. Tout est politique, direction la Syrie où le conflit a fait plus de 120 000 morts depuis près de 3 ans. Comment mettre un terme au conflit syrien? Après 3 ans de guerre civile, opposition et représentants du gouvernement syrien ont accepté de se réunir pour la première fois en Suisse le 22 janvier prochain. Mais sur le terrain, on va le voir, dans ce reportage de David Neyman, il n'y a aucun signe d'apaisement, bien au contraire. Dans cet hôpital, plus de patients ni de médecins. Le bâtiment sert de base arrière aux forces de Bachar el-Assad. Une scène cruellement banale à Alep. Ici, depuis plusieurs jours, les quartiers rebelles à l'est de cette ville stratégique sont bombardés sans répit par l'aviation du régime. Destruction, désolation. Après 33 mois de conflit, le coût de la reconstruction du pays s'estime déjà en dizaines de milliards de dollars. Mais avant de parler reconstruction, c'est une guerre totale entre djihadistes sunnites et pouvoirs pro-chiites qui se profile. Monarchie du Golfe contre l'Iran et ses alliés. C'est en Syrie que se résume la lutte pour l'hégémonie régionale, qu'ont pris corps aussi des relents de guerre froide. Mais ces derniers temps, Moscou comme Washington y perdent leurs repères. Les États-Unis ont suspendu leur aide aux rebelles du Nord, après la prise de contrôle par le Front islamique de base de l'armée syrienne libre. La Russie, elle, semble relâcher légèrement son soutien à Bachar el-Assad. Malgré les espoirs de la conférence de paix en janvier en Suisse, une issue politique reste improbable. Difficile dans cette équation de prédire un vainqueur. Le grand perdant est connu depuis longtemps, le peuple syrien. Christian, est-ce que cette escalade peut remettre en cause les négociations de paix qui sont prévues en janvier? Vous savez, on dit que cette conférence aura lieu à Genève le 22 janvier. Moi, je n'en suis pas si sûr. Il peut se passer tellement de choses entre maintenant et le 22 janvier. Mais disons simplement que... Ça ne peut pas être pire, là. Non, mais là, si vous voulez, je note qu'il peut y avoir sans doute des islamistes, des opposants les plus radicaux comme Al-Nosra et autres qui ne viendront pas à cette conférence de Genève. C'est évident parce qu'ils ne veulent pas de Bachar el-Assad au pouvoir, ils ne veulent pas son maintien. Maintenant, je note quand même une chose, et c'est fort désagréable, que ni les Russes, c'est pas une surprise, ni les Iraniens, et encore moins les Américains, ne bougent. Quand on voit ce qui est en train de se passer à Alep, ils n'ont pas condamné les bombardements de Alep. Je veux dire, il y a une hypocrisie, une lâcheté à la fois des Iraniens et des Russes là-dessus, ça c'est pas surprenant, mais en même temps une lâcheté du camp occidental et des Américains en particulier. Ça c'est vrai, c'est une guerre qui est complètement oubliée des écrans, elle a disparu des écrans radars dans l'opinion internationale. Pourquoi? Parce que personne n'a la solution et parce que je dirais que dans les opinions internationales, il n'y a que des méchants. Bachar est considéré comme un méchant, à juste titre, puisqu'il massacre son peuple. Et en face de lui, eh bien, c'est pour la majorité d'entre eux des islamistes, des terroristes, dont la communauté internationale ne veut pas. Ils ne sont pas tous islamistes, il y a l'opposition syrienne. Elle a du mal à se faire entendre. Et c'est bien là le sujet, il est là le problème. Les islamistes posent problème. Bien sûr. Les islamistes posent problème pour les Occidentaux, évidemment. En particulier pour les États-Unis maintenant. Évidemment. Et le problème, c'est que ce conflit n'a pas été pris à la racine. Si l'Occident s'était engagé, les Occidentaux, pour faire large, s'étaient engagés dès le début... Contre Bachar? Peut-être, oui, en posant des obligations à Bachar, eh bien, à ce moment-là, on n'en serait peut-être pas aujourd'hui. Les Occidentaux ont été d'une insigne faiblesse, ça c'est moins qu'on puisse dire. Pourquoi le revirement américain, puisque Barack Obama avait parlé d'une ligne rouge qui finalement... Barack Obama n'est plus crédible pour moi. Barack Obama est un président faible. Barack Obama est dans une position de retrait annoncé depuis les échecs d'Irak.
Le prochain échec d'Afghanistan, ne nous l'aurons pas, on verra la suite, mais les talibans vont revenir. Donc on voit bien aujourd'hui, il est dans une position de retrait. Et surtout, moi ce qui me fait peur, c'est qu'il fait confiance à l'Iran. Elle veut jouer la carte de l'Iran pour tenter de stabiliser la région du Moyen-Orient. Et je pense que c'est un calcul dangereux, et je me dis quand même qu'on ferait bien de se réveiller aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une guerre d'influence entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? Ça, oui. C'est évident que c'est une guerre d'influence énorme qui, d'ailleurs, est sourde depuis très longtemps, mais entre chiites et sunnites, eh bien, il y a une lutte d'influence sur toute la région, sur tout le Moyen-Orient, qui est très très vive et qui explique, si vous voulez, une partie justement eh bien, des positions des uns et des autres. Et pour revenir aux États-Unis, je dirais que Barack Obama ne fera rien. Pourquoi il ne fera rien? Parce que c'est pour lui un piège, alors qu'il est considérablement faible. Christian dit qu'il est faible en politique étrangère, mais il est extrêmement faible en politique intérieure aussi. Avec sa réforme qui ne marche pas, Obamacare, qui n'arrive pas à mettre en œuvre. Exactement. Christian, Bachar el-Assad peut-il rester au pouvoir? Oui. Parce que les Américains sont en train de changer de position. Il y a eu une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies il n'y a pas longtemps. Et là, aujourd'hui, Barack Obama est en train d'épouser pratiquement la même position que celle de M. Poutine, à savoir de dire, entre les frères musulmans, les islamistes et tout, et Bachar, vaut mieux encore le moindre mal. Donc, c'est encore Bachar. Donc, voilà le problème. Je suis d'accord avec Christian, c'est évidemment le parti, à mon avis, qui est pris par la plupart, pas uniquement les États-Unis, mais l'ensemble de la communauté internationale, en tous les cas occidentale, qui redoute par-dessus tout l'opposition qui est quand même principalement constituée d'islamistes. On en vient à présent à l'autre actualité de la semaine, le grand pardon plutôt surprenant de Vladimir Poutine. Après 10 ans de prison en Russie, Mikhail Khodorkovsky est libre. Il a été gracié. Vladimir Poutine avait fait emprisonner ce magnat du pétrole en 2003, jugé gênant à l'époque, trop critique vis-à-vis du Kremlin. On écoute le président russe. Il a déjà passé plus de 10 ans en prison. C'est une punition grave. Il invoque des motifs humanitaires. Sa mère est malade. Je pense que, compte tenu de ces circonstances, il est possible de prendre cette décision et je vais bientôt signer un décret de grâce. Mikhail Khodorkovsky, le prisonnier, était-il devenu un fardeau pour Vladimir Poutine? Oui, Vladimir Poutine, il avait un double problème. D'abord, il est beaucoup moins populaire. Le Poutine d'aujourd'hui, c'est pas le Poutine d'il y a 10 ans. Il est beaucoup moins reluisant, je dirais, même à l'intérieur de son pays. Depuis sa réélection après Medvedev. Sa réélection, effectivement. Il est en position beaucoup moins de force que par le passé. Ça, c'est la première des choses. Après, il y a deux considérations. Il y a effectivement, ce rendez-vous des Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Et il fallait qu'il présente un visage présentable à l'ensemble de la communauté internationale s'il veut qu'il y ait des autres étrangers qui viennent. Bon, on sait déjà qu'Obama ne viendra pas, normalement Hollande ne viendra pas, Merkel, il y a un doute. Il y a un doute. Mais en tous les cas, il ne pouvait pas se permettre d'ouvrir ces Jeux Olympiques avec quelques potentats des républiques caucasiennes qui auraient été les seules à être là. Il fallait que ça soit davantage... C'est la deuxième raison. Il y a une raison économique aussi. La Russie d'aujourd'hui, qui a moins de 2% de croissance, a beaucoup de difficultés à avancer, contrairement à il y a 4-5 ans quand elle avait 5 ou 6% de croissance. Elle a besoin d'attirer les investisseurs. Et elle a besoin d'investisseurs. Maintenant, j'ai une petite nuance avec mon ami Yves, c'est-à-dire que Khodorkovsky, il est en prison depuis 10 ans, en détention et tout. Je ne suis pas sûr que c'est posé un réel problème. Oui, c'est pas Mandela. C'est pas Mandela, ça c'est clair. On en aurait parlé quand les Jeux de Sotchi. Mais je pense que Poutine, quelque part, tout en vous jouant les magnanimes, dit voyez, moi je fais ce que je veux, je libère quand je veux. Et en même temps, il est dans une position de force sur les autres dossiers dont nous avons parlé, sur l'Iran, sur la Syrie. C'est lui le joueur d'échecs, c'est lui le mastermind qui a bien joué qui s'est quand même bien moqué d'Obama et des autres, et qui a su manipuler, œuvrer dans le sens qu'il souhaitait. Cela dit, on parle de boycott des présidents aux Jeux d'hiver, mais les présidents ne se sont jamais déplacés aux Jeux Olympiques d'hiver. C'est un abus de langage parce qu'il n'est pas d'usage que les grands du monde aillent aux Jeux d'hiver. Ils vont aux Jeux d'été. Et ça s'était posé d'ailleurs pour les Jeux de Pékin, souvenez-vous. Oui. Et la France d'ailleurs, Nicolas Sarkozy au premier chef, eh bien, il y avait eu un petit flottement d'abord, et puis finalement il s'était résolu à y aller. D'accord. Vladimir Poutine affiche sa grande clémence, mais officiellement, il y a eu des pressions, non? Non. Oui.
Il y a eu des pressions. C'est vrai qu'on parle beaucoup du rôle des Allemands et notamment de Genscher, l'ancien ministre des Affaires étrangères. J'ai une explication à suivre. Yves, allez-y. Mais... Qui est sans doute vraie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré justement à la réconciliation entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne déjà, à la main tendue vers l'Union soviétique de Gorbatchev à l'époque. Et c'est sûr qu'il a joué un rôle. Est-ce que, pour autant, c'est lui qui est à l'origine de cette libération? J'en doute. Moi, je pense que Genscher, vous allez me dire que c'est peut-être chercher loin, mais Genscher, rappelons l'histoire. Genscher est un grand ami de Roland Dumas et un grand ami de l'ancien patron de la politique étrangère iranienne, Ali Akbar Velayati, très lié à Rouhani, très lié à Rafsanjani. Et Genscher continue à les fréquenter. Et je me pose la question, est-ce que Genscher n'en a quand même pas parlé en sous-main à ses amis iraniens qui ont les meilleures relations avec Poutine, pour jouer un rôle là-dessus? Pour l'instant, on n'a pas de réponse à ça, mais je me pose la question quand on connaît les relations bien underground de M. Genscher. Les Pussy Riot, une des personnes des Pussy Riot a été libérée. Est-ce qu'on peut voir dans ces ouvertures une amélioration du régime? Non, moi je pense que tout ça c'est assez factice, c'est de l'affichage. Je ne pense pas que Poutine ait changé sur le fond. Je pense que c'est toujours un tsar, je dirais, du 21e siècle, et il n'a pas changé. C'est simplement de l'affichage pour des circonstances qu'on a décrites tout à l'heure. C'est un communicant très malin. Et c'est un bon communicant qui sait se faire respecter. Tout est politique, en bref, les images de la semaine. Christian Mallard, vous avez choisi de nous faire un point sur l'Ukraine où les manifestants ne quittent pas la rue. Est-ce qu'on aura une autre situation semblable à celle de 2010? Je ne crois pas, dans l'immédiat en tout cas. Ces gens-là... Tout est plié là, non? Tout est plié, c'est pas tout est politique, tout est plié. Mais en tout cas, je pense que Yanukovych est vraiment dans les mains du tsar dont parlait à l'instant Yves. C'est-à-dire que le tsar a acheté l'Ukraine aujourd'hui, renfloué les caisses de l'État avec 16 milliards d'euros, de dollars, je ne sais plus, et puis en baissant le prix du gaz considérablement. Donc j'ai du mal à penser que les Ukrainiens vont basculer du côté de l'Union européenne, ce qui serait sans doute une erreur aussi pour les Européens. Est-ce que c'est pas là un échec non plus de la politique européenne? De quelle Europe parlons-nous? Il n'y a pas d'Europe. Enfin, elle n'est pas sérieuse, l'Europe, telle qu'elle se manifeste aujourd'hui. Et en effet, c'est un échec. Oui. Je pense que les dirigeants européens se méfient beaucoup de ce dossier parce qu'ils savent que leurs opinions ne sont pas du tout disposées à une ouverture supplémentaire à l'Ukraine. D'autant que l'Europe à 28 ne marche pas. Voilà, d'autant que l'Ukraine n'est pas prête en plus. Voilà, bien sûr. Donc ils regardent ça avec beaucoup de distance. Très bien. Pour vous, Yves, cette image, François Hollande reçoit Angela Merkel. C'est la première visite officielle de son 3e mandat de chancelière. Oui, alors il fallait marquer ça pour la semaine quand même, parce qu'évidemment, c'est pas exceptionnel qu'elle vienne. C'est toujours la première visite de la chancelière, et toujours pour Paris, ou du chancelier quand il vient d'être élu. Mais c'est simplement, c'est qu'on attend. Est-ce que la relation entre la France et l'Allemagne, qu'on disait un peu difficile depuis l'élection de Hollande, eh bien, est-ce qu'elle va connaître un nouveau jour? Est-ce que l'Allemagne va davantage nous entendre? Est-ce que Hollande va davantage se faire écouter? On verra, j'en doute. Je pense que l'Allemagne restera le pivot central de l'Europe à venir. Et c'est le seul pays, l'Allemagne, avec Angela Merkel, qui est respecté aujourd'hui, je dirais même aux yeux du tsar Poutine, qui ne jurera que par Angela Merkel et certainement pas par François Hollande. Est-ce que le renforcement du couple allemand pourra faire avancer des dossiers, notamment en Centrafrique, par exemple? Non. Alors là, je peux vous assurer, à Berlin, on n'est pas prêt à mourir pour Bangui. Ça, la Centrafrique, c'est pas du tout le problème des Allemands. Et quoi qu'en dise le président de la République française, il n'arrivera pas à faire que les Européens participent plus que de façon logistique, je dirais, à ce qui se passe en Afrique. Et pourtant, il y va de l'intérêt de l'Europe au niveau sécurité. Et il y va pourtant de l'intérêt de l'Europe. Non, le grand problème, c'est de savoir, est-ce que Angela Merkel continuera à exiger de ses partenaires une discipline rigoriste en termes budgétaires? La réponse est oui. Et elle a raison. Elle a raison. Et est-ce que François Hollande va se résoudre, et d'autres, justement, à la suivre? Ça, on peut en douter. À la suivre, c'est-à-dire à la prendre pour exemple pour la fiscalité? Ça m'étonnerait. À la prendre pour exemple, effectivement. Je suis très pessimiste là-dessus. Hollande ne va pas vouloir suivre Mme Merkel. Et pourtant, il a tort. Il devrait la suivre. On cite toujours le modèle allemand. Est-ce que finalement, c'est un modèle à suivre? Alors, les modèles ne sont... Vous savez, il faut toujours se méfier des modèles parce qu'ils ne sont jamais transposables. On a aussi un modèle français qui est un modèle qui a fait ses preuves, qui est fatigué, qui est usé
Et le problème, c'est qu'il faudrait le réformer pour qu'il puisse continuer et que les politiques français n'ont pas le courage de s'y attaquer, justement, pour le faire survivre et qu'il soit pérenne. Oui, Il dit que le modèle français est usé, et il a 1000 fois raison, et j'irais même plus loin, sans méchanceté, qu'il est usé un peu comme le pouvoir qui est en place depuis 18 mois, je le trouve déjà bien usé. Oui. On va voir ce qui se passera en 2014. Merci messieurs. Merci. Jeudi prochain, Tout est politique vous livrera les grands dossiers qui feront l'actualité en 2014. Restez avec nous, l'information continue sur i24 News.